Oui, vous, là, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir, encore une fois, de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Aujourd'hui, Top Pot reçoit Vicky et Kevin Laliberté de la société Cheers. Cheers s'écrit C-H-E-E-R-S. La société Cheers qui est située à Varennes, sur la rive sud de Montréal. C'est à 15-20 minutes de chez moi en vélo avec un soupçon de transpiration. Le parcours est plat, mais la proximité du fleuve Saint-Laurent produit son cortège de vent. Cheers est une entreprise familiale et un producteur autorisé avec une licence de production standard depuis plusieurs mois, dont les produits seront finalement disponibles à la SQDC dès la semaine prochaine. On va découvrir ensemble ce que Cheers faisait avant d'apparaître sur votre radar de la SQDC. Vicky et Kevin se sont partagés les réponses à mes questions. Vicky s'occupe principalement des relations avec la SQDC et la vente des récoltes. Kevin, lui, s'occupe de la culture avec une équipe, son équipe. Avant d'aller plus loin, petit détail technique. Pour faciliter l'écoute, je fais toujours un résumé des meilleurs segments. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de la parole de mes invités. L'entrevue, malheureusement, comporte certaines failles techniques. Normalement, je ne diffuserai pas cette entrevue à cause d'une qualité audio moins bonne qu'à l'accoutumée. Exceptionnellement, j'ai décidé, avec l'accord de mes invités, de partager l'épisode car je le trouve très révélateur d'une émancipation réelle de l'industrie québécoise du cannabis. Je ne suis pas sûr que si on réenregistrait, je retrouverais la même magie. Et à ce titre, cet épisode de Top Pot me comble et il devrait aussi vous réjouir. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors, j'ai commencé l'entrevue en leur demandant comment une famille se lançait dans l'aventure de la culture du cannabis, tout simplement. Oui, c'est une très grande aventure. Au début, ça nous a été présenté, on était dans l'immobilier, puis ça nous a été présenté par un groupe. Nous, on avait des terres agricoles, puis l'immobilier était comme pas dans un temps où est-ce qu'on avait peut-être moins de projets, donc un petit temps mort. Puis là, on s'est fait présenter ça par des associés qui, eux, nous... dans le fond, allaient opérer la serre de cannabis, puis nous, on allait la construire et être le locataire et s'occuper de tout ça. Puis on allait avoir des parts dans cette entreprise-là. Fait que là, on a fait nos études un peu, puis je pense qu'on était prêts pour un nouveau défi. Ça a été long comme processus de décision quand même, mais on a finalement décidé de s'embarquer là-dedans en 2018 et de construire cette serre de cannabis-là. Et ensuite, on a eu une différence d'opinion et de vision avec les associés. Donc, la famille Laliberté a racheté les parts de Cheers Cannabis en entier. Donc, on est devenu propriétaire à 100% de l'entreprise Cheers Cannabis en 2019, avant même de commencer à produire un plant de cannabis. Donc, comment qu'on se lance là-dedans? On dirait qu'on regarde ça par après, avec le recul en 2021, puis on ne sait pas encore comment qu'on a fait. T'sais, ça s'est passé comme vite. Ça a été beaucoup d'émotions, mais là, on y est à fond, en tout cas. Ça, je peux vous dire ça. Pour Kevin, le fait d'être une entreprise familiale est une opportunité, car les Laliberté seraient tissés serrés. Au moment de l'entrevue, Cheers, c'était entre 30 et 40 personnes selon le rythme des récoltes. L'entreprise recrute à Varennes, principalement, mais pas que. Il y a des gens qui déménagent à Varennes afin de vivre de l'intérieur l'expérience Cheers. OK. Et comment se partage-t-on les tâches dans une famille quand on décide de se lancer à la conquête du marché canadien du cannabis? Ben écoute, ça a été vraiment... je dirais comme un peu... ça a été rapide.
ça a été comme pas nécessairement si pensé que ça. Ça s'est passé vraiment comme, on dirait, un petit peu tiré à la courte paille quasiment. Là. Ça a été comme tout, tu sais, ça s'est fait tout seul. C'est comme, on dirait, l'énergie. Moi, j'ai tout de suite tombé dans la production, puis Vicky dans les ventes, puis mes oncles ils sont occupés du bâtiment. On a une cousine qui fait le contrôle qualité, qui était pharmacienne avant. Son mari, qui est venu avec moi, était chef de production. Et là, on a engagé des gens aussi qui avaient de l'expertise, des horticoles. On a un agronome qui travaille avec nous, puis on a un gars qui avait de l'expérience, qui fait ça depuis longtemps. Si vous écoutez fréquemment Top Pot, vous savez qu'il existe beaucoup de permutations possibles pour produire du cannabis. Alors, chez Cheers, on produit comment? Cheers Cannabis, c'est une production de serre blanche intérieure qui a 19 800 pieds carrés, qui a 12 000 pieds de canopie, qui produit 1,8 à 2 millions de grammes par année, sur un terrain qui est un grand terrain, là, qui est 1 500 000 pieds carrés, là, qui est une terre agricole. C'est extrêmement grand. Puis c'est sur le boulevard Lionel-Boulet, à Rivière-au-Pin, en fait, là, c'est à Varennes. Là. Fait que c'est ça, c'est dans le secteur industriel. Là. Au-delà de l'organisation du travail, il y a aussi des statistiques de base qui nous intéressent pour mieux comprendre l'industrie et ses cycles. Dans le fond, nous, les cinq salles de floraison, on s'arrange pour que les récoltes se fassent aux 12 jours environ, pour pas que tu aies tout le temps les récoltes. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Fait que tu veux tout le temps, tu veux pas récolter tes 5 salles en même temps, là, parce que là, on viendrait carrément fou. Fait que nous, c'est ça. Fait que on récolte environ 70 à 90 kilos, dépendamment de la récolte, à chaque 12 jours. Et là, les opérations roulent comme ça. Et au niveau des 7000 plantes, donc, tu as toutes sortes de grandeurs dans les salles. Tu as toutes les grandeurs, fait que ça va diversifier tes opérations. Puis ça se gère mieux comme ça. Fait que, en gros, c'est ça. Là. Puis on fait notre propre propagation au niveau des plants mères et des boutures à l'interne. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais nous, on aime bien faire ça. On est par clone, on est en Jiffy dans la terre assez standard. Là. On a travaillé beaucoup notre propagation. Ça va très bien de ce côté-là. On m'a confié qu'au début, Cheers utilisait des machines pour certaines opérations. Être à l'écoute du marché, c'est aussi comprendre ce que les consommateurs veulent, pas leur faire fumer ce que l'on désire. Alors Cheers a maintenant adopté les standards artisanaux qui plaisent tant sur le marché québécois. On parle de séchage suspendu et de finition 100% à la main, sans oublier la sélection manuelle des fleurs qui vont dans chacun des petits pots de 3,5 grammes, ainsi que l'empotage manuel, évidemment. Kevin positionne très modestement le savoir-faire de Cheers. Il m'a expliqué avec beaucoup de détails l'affinage, en anglais le curing, l'affinage donc de ses fleurs. Pourquoi? Je comprends dans son témoignage que l'affinage permet non seulement de favoriser la conservation du THC, des terpènes, toutes ces belles choses, mais c'est à l'affinage aussi que l'on maximise l'odeur du cannabis. C'est le premier signal qu'un producteur envoie à sa clientèle au Canada. Tu ouvres le pot et boum! Ça sent ou ça sent pas? Et si ça sent, est-ce plaisant? Est-ce unique? Est-ce particulier? L'odeur des fleurs est une gentille obsession pour Kevin et son équipe. Pendant l'entrevue, en discutant de l'industrie, on a mentionné le rapprochement la semaine passée entre les producteurs de serre du Québec et l'industrie du cannabis. J'en ai profité pour essayer d'éclairer les différences entre la production intérieure classique et une production en serre. Ben, écoutez, j'ai beaucoup d'amis qui cultivent en serre, là. Donc, je suis loin de dire qu'on est meilleur que les serres, là. C'est pas ça le point. Le point est que je pense qu'un bâtiment fermé, ça coûte presque 2 fois plus cher qu'une serre.
en partant. Fait que j'espère qu'il y a un petit avantage au niveau, au niveau du produit. Sinon, ça serait vraiment déloyal, d'un. C'est juste pour ça là, que je pense que ça donne des produits qui sont différents. Là. Je pense pas qu'il y ait personne en serre qui prétend être de la culture intérieure et vice-versa. Je pense qu'ils ont d'autres qualités. Souvent, des fois, au niveau des terpènes, ça va aider en serre. Je pense qu'au niveau de la fermeté de la cocotte et du look, je pense que nous, on est plus là. Plusieurs marchés, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que vous pensez des cultures extérieures ou quoi que ce soit. Je dis, écoute, c'est carrément comme des compagnies différentes qui font des produits carrément différents. On se compare avec ceux qui sont comme nous, mais tout le monde a sa place. Il y en a pour tout dans le cannabis. C'est tellement un marché qui est large, donc c'est super intéressant de voir comment les différents marchés opèrent et fonctionnent. Vicky et Kevin m'ont parlé en long et en large, à plusieurs reprises, de l'expérience Cheers. Mais c'est quoi cette expérience, cette promesse Cheers? Ben écoutez, je pense que... Je pense que, tu sais, au fond, on est une famille qui est à l'écoute de ses clients, puis qui est ici serré, comme je l'avais dit. Puis oui, on a des experts en faire part, des experts, comme je te disais, des agronomes, on en engage. On se tient toujours à l'affût des dernières choses qui se font au niveau de la technologie. Mais tu sais, je veux dire, on n'est pas les seuls au Québec. Là, ce serait de mentir de dire qu'on est les seuls à faire ça. C'est pas ça la promesse Cheers. La promesse Cheers, c'est qu'on veut toujours améliorer l'expérience client de plus en plus, puis qu'on veut rester à l'écoute de nos clients. Puis on veut qu'ils vivent une expérience quand ils achètent le cannabis de Cheers, notre cannabis. Et c'est super important pour nous, soit au niveau de l'odeur. Fait à chaque fois qu'on va choisir un cultivar, on veut... Moi, je dis tout le temps à mes pépinières, je dis, faut que mes clients vivent de quoi, là. Fais-moi, puis là, je passe souvent du temps avec eux autres, avec des tripeux, puis je suis comme... Ah, mais lui, il est pas si spécial. Ah, mais s'il est pas si spécial. En tout cas, fait qu'on on essaye fort. C'est pas facile parce que, comme je te dis, il y a beaucoup de compagnies de cannabis. Puis on n'est pas tout seul à essayer de faire ça, mais on essaie de se démarquer un jour à la fois. Est-il possible, en 2021, de discuter avec des joueurs de l'industrie sans parler d'environnement? Non. Pas pour moi, en tout cas. Quand j'ai posé la question à Vicky, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Eh bien, elle m'a surpris avec un projet très pertinent. En fait, on est vraiment au début préliminaire de ce défi-là. Ça part parce que, justement, c'est comme tu mentionnais, c'est une industrie qui est vraiment polluante. Là. C'est pharmaceutique, c'est des choses jetables, c'est faire attention aux produits, puis c'est consommable pour l'être humain, pour nous. Donc, c'est sûr qu'il faut faire très attention à ça. Fait qu'on s'est juste penché sur la question qu'est-ce qu'on peut faire qui pourrait aider d'une façon que ça. Il y a des choses qu'on peut pas changer avec Santé Canada et les règlements, puis qu'est-ce qu'on peut changer. Puis le côté papier, ça l'aide aussi pour l'environnement, puis ça l'aide pour notre conscience jeune, mais c'est aussi que ça l'aiderait à suivre toutes nos activités, tu sais, puis à les tenir à quelque part. Fait que c'est comme des deux côtés un win-win, puis c'est parti d'une idée que ma mère a eue, qui est aussi toujours dans les nouveaux projets, puis elle aime ça que ça soit tout informatisé, et de la volonté de vouloir être très dans l'environnement, pouvoir aider. Fait que là, on a regardé, puis il y a des subventions, puis il y a des choses possibles, puis avec nos inventaires, puis avec nos programmes qui sont là pour le cannabis, bien, c'est possible, puis il suffit juste que tous les joueurs se mettent en place, puis qu'on réussisse à mettre des tâches, puis qu'est-ce qu'on fait tout de suite sur l'informatique. En plus, ça l'éviterait de faire des choses en double. Fait que c'est ça. On est au début, mais ça serait un but, ça serait vraiment qu'on enlève beaucoup de papier, puis de 50 à 100% des papiers, si possible, ça serait magique. Juste de rendre nos procédures plus... on les update à chaque fois, on les fait plus transparentes, qui concordent plus avec ce qui se passe vraiment dans la serre. Bien, juste ça, après, ça va pouvoir aider à d'autres décisions aussi quand quelqu'un rentre, qu'est-ce qui se passe. Puis, plus qu'on va on va avoir refait les opérations, bien, peut-être que dans notre quotidien, on va pouvoir faire des petites modifications. Mais encore là, comme je te dis, c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours nous rester dans la tête, mais je peux pas faire de promesses où qu'on est en ce moment parce qu'on est vraiment loin du compte et de changer quelque chose qui va aider directement maintenant, tu sais.
Tous les producteurs autorisés avec qui j'ai eu le privilège d'échanger sont pleinement conscients que l'industrie du cannabis n'est pas différente des autres et qu'il y a de la concurrence féroce qui est légale, et celle-là ne fait peur à personne. C'est la concurrence déloyale qui tue le moral et les ventes. Je te dirais qu'au départ, c'était quelque chose qui venait vraiment plus nous chercher parce qu'on n'avait pas encore trouvé une voie de le faire puis de promouvoir notre produit en restant dans la limite de la règle, tu sais. Puis c'est aussi, quand tu veux vraiment, tu as un souci de vouloir respecter les règlements puis tu regardes les autres qui le font pas. Mais ce qui est la ligne entre le déloyal, tu sais, c'est... Par exemple, on parle des autres provinces. En Ontario, ils ont le droit d'être associés un petit peu plus pas selon Santé Canada, mais tu sais, c'est des dispensaries qui te montrent le produit, qui te montrent ça. Fait que si, mettons, je suis un producteur québécois qui vend à la SQDC et en Ontario, j'ai le droit de faire des promotions différentes pour l'Ontario versus qu'est-ce que j'en fais pour le Québec. Fait que là, à la fin de l'histoire, moi, si je suis juste au Québec, est-ce que c'est déloyal ou pas? Je suis pas sur la même longueur que ceux qui peuvent le faire en Ontario, qui le font différemment, tu sais. Mais avec le temps, en parlant stratégie, avec quelqu'un comme des firmes comme Crayon 15 ou les Commères, on a fait une équipe, on a monté ça dans notre marketing qui reste dans la limite de l'humour, de qu'est-ce qu'on pouvait montrer à la serre. Puis on fait un post, on essaie de varier nos posts pour que ça reste toujours intéressant, de montrer qu'est-ce qui se passe à la serre, de mettre des facts de qu'est-ce qui est intéressant, mais aussi de jouer avec les mots, avec l'humour, avec qu'est-ce qu'on peut présenter, puis de garder ça drôle pour que ça soit qu'on ait le droit selon les règlements puis que ça soit intéressant pour le consommateur, tu sais. Fait que c'est ce qu'on a fait puis qu'on a réussi à faire. Fait que j'en fais moins un vendetta personnel de m'occuper de ça, mais il y a quand même une association comme la KIC qui s'occupe de ça temps plein pour que ça soit égal pour tout le monde. L'industrie du cannabis se plaint sans arrêt des restrictions qu'on lui impose. Mais cela ne veut pas dire que tout est impossible, au contraire. Top Pot aime découvrir ces artisans de la communication qui œuvrent dans un environnement rempli de contraintes, mais aussi, pour les meilleurs, un environnement rempli d'opportunités. Et ça tombe bien, car j'ai rencontré chez Cheers des gens qui sont fiers de leurs partenaires. Premièrement, Crayon 15, c'est un ami de la famille qui est propriétaire de ça. Puis c'est un... comment je pourrais dire ça? Un producteur d'idées. Kevin, as-tu un meilleur mot que moi pour ça? Puis il va s'asseoir avec toi, il va brainstormer avec toutes les compagnies, puis c'est le meilleur pour te faire sortir tes idées puis t'en créer. Puis il y a un humour, c'est aussi le fondateur de Poche et Fils. Je sais pas si vous connaissez Poche et Fils. C'est les chandails, les t-shirts. Puis lui, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec son fanbase, puis parce que c'est dans l'humour, puis qu'est-ce qu'il a réussi à toucher. Fait qu'on a vraiment fait affaire avec lui pour nous donner des idées, mais c'est pas lui qui va créer le contenu du day-to-day de tes posts, puis de qu'est-ce qui se passe dans ça. Fait que là, on a une firme comme les Commères, qui sont établis à Boucherville aussi, que eux ils créent notre contenu, puis qui ont pas de problème avec s'associer avec quelqu'un d'autre comme Crayon 15, tu sais. Sont même excités de pouvoir faire partie de ce partenariat-là qui peut des fois être challengeant pour une équipe qui veut garder tout pour eux ou qui sont dit que c'est être capable toute seule. Fait que c'est le fun de pouvoir mettre ensemble avec nous puis de pouvoir faire monter le marketing comme ça, tu sais. Et la veille de la concurrence, hein? Tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide. Mais qui surveille la concurrence? Qui s'occupe de ça? Chez Cheers. Ah oui, moi, depuis 2018, je follow beaucoup de compagnies de cannabis et je me tiens vraiment à l'affût de ce qui se fait. Je suis le fan numéro 1 de beaucoup de mes compétiteurs ou même des Américains qui font ça depuis vraiment plus longtemps que nous, là. Donc, moi, j'adore le domaine du cannabis, j'adore tout ce qui s'y rapporte. Mais je dirais que, tu sais, c'est ça, je suis un fan, dans le fond.
suis un tripeux. Quand tu regardes qu'est-ce qu'ils font les autres, on essayait au début de pouvoir imiter ça. Tu sais, mettons, qu'est-ce qui suit comme page aux États-Unis. Il y en a qui c'est flyé, c'est plein, c'est coloré, c'est quasiment un univers de champignons magiques, là, tu sais. Puis, mais c'est comme de rester aussi intéressant, c'est ça qui était le plus gros challenge. Puis, tu sais, on suit une page comme, mettons, L'Eau 420, qui a vraiment une belle fanbase établie au Québec aussi, qu'on discute souvent avec eux quand même. Puis, les autres, c'est beau, tu sais, leur visuel est beau, et le fun à suivre aussi. Fait que c'est clair que ben on suit tout le monde dans le fond, puis on essaye de faire rester dans la ligne, puis de nous aussi tirer notre épingle du jeu, tu sais. L'industrie du cannabis, c'est une industrie, évidemment. C'est un truisme. Mais pas que. J'ai eu la chance de réaliser, entre autres, 5 épisodes avec Tom Deveau, un producteur autorisé du Nouveau-Brunswick. Et dans ce coin de pays, je peux vous le dire, il y a de l'entraide à tous les jours, et pas juste dans l'entrevue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraide. Je vois ça sur leurs réseaux sociaux, je vois ça sur LinkedIn, je vois ça dans toute leur communication, jusqu'à l'équivalent de leur SQDC. Parce qu'il s'agit d'un petit marché peut-être, ou peut-être parce que les acteurs ont su se regrouper intelligemment. Je ne sais pas. Mais je constate cette entraide au quotidien. Et au Québec, ça se passe comment? Ben, je pense que ce qui est important là, peut-être de communiquer, c'est qu'au niveau des producteurs québécois, il y a une belle communauté. On communique tous entre nous quand même. C'est sûr qu'on est des concurrents quelque part, mais je pense qu'on a reçu beaucoup d'aide des autres producteurs. On a essayé de les aider, puis on se parle au téléphone, puis on se communique. On va visiter les sœurs un de l'autre. Puis écoute, ça serait vraiment... j'aimerais ça comme des fois que les gens voient ça, comment c'est le fun au niveau des petits Québécois qui se tiennent tous ensemble. Là. Je pense que les gens seraient fiers. Des exemples, là, j'en ai plein. Mais dans le fond, quand on a récupéré les opérations de Cheers, disons ça comme ça, puis qu'on a changé complètement nos opérations, là, on s'est ramassé avec une industrie où est-ce qu'on n'avait pas vraiment de connaissances. Et j'ai des amis de longue date qui sont Five Point Cannabis, sont tout de suite venus, ils nous ont aidés, on est allé visiter là-bas, ils nous ont présenté des gens, j'ai engagé un de ceux qui connaissaient, qui m'avait référé, il a fait plusieurs visites à toutes les semaines, Joël Alancette et Alexis Bibeau ont été là à chaque jour pour moi, je vais être à vie reconnaissant pour ça, c'est juste un exemple. Ensuite, il y a Medicibis Endo qu'on parle souvent, qu'on a une rencontre, qu'on veut échanger au niveau de la production. Justement, L'Eau 420 qui est venu nous voir, qui nous a aidés au niveau de quelques petits trucs, donner des trucs, ils sont super open, les gars, on se parle. Puis Agropod, ça a été la même chose. Je peux aller faire des tests avec eux autres. Là, il y a Tricalix qui vient juste d'avoir sa licence au niveau de la pépinière, qu'on a déjà fait plusieurs rencontres avant même qu'il soit opérationnel. Ils venaient voir nos opérations, ils nous donnaient des trucs. Donc, c'est vraiment comme ça au day-to-day. Puis, à la fin de la journée, on est des concurrents quand même, mais je pense que quand on se tient ensemble, je pense qu'on a un plus grand ennemi commun qui est... J'ai rien contre les grosses compagnies de cannabis. Eux autres aussi là, nous ont supportés, nous ont acheté du cannabis depuis le début et ils sont super gentils avec nous. C'est juste que je pense que entre petits, on dirait qu'on se comprend, puis qu'on s'aide, puis qu'on voit qu'il y a des parts du marché en masse pour tout le monde. D'ailleurs, tu parlais de la kick, ça fait partie des fois, on rencontre du monde grâce à la kick. C'est peut-être pas eux qui nous aident ensemble, mais on s'en va dans un 5 à 7 qui est ça. Puis là, tu vois quelqu'un, tu parles, puis après, on échange nos numéros, puis on part avec ça. T'sais. Et un autre qui fait ça aussi, c'est GMF Growers, qui est un comptoir médical qui va sortir bientôt, qui vont avoir... je pense que des autres provinces, ils l'ont déjà, mais qui vantent leurs membres et qui sont pas gênés de partager le fame ou partager leur succès. Puis ça, c'est le même pour tout le monde. Il y a plus d'une centaine de licences octroyées par Santé Canada à des entrepreneurs du Québec. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, la SQDC distribuait les produits de seulement 16 producteurs québécois sur la centaine de licenciés. Il y a donc obligatoirement pour les producteurs du Québec une vie commerciale alternative avant d'apparaître sur les étagères réelles ou virtuelles de la SQDC. On va explorer ça.
Mais au départ, je sais pas à quel point le monde s'y connaisse là-dedans, mais t'as une licence de culture, puis après, t'as une licence de vente qui est de la licence de vente te permet de vendre aux consommateurs directement. Nous, on a fait ça une étape à la fois. Je pense qu'il y en a qui sont plus pressés de vendre directement aux consommateurs, qui augmentent les délais, font ça plus rapidement. Par contre, nous, on a eu notre licence de culture, on a peut-être produit pendant 1 an et demi avant d'avoir notre licence de vente, puis là, on est presque 2 ans plus tard, puis c'est là qu'on rentre à la SQDC finalement. Nous, on a vendu à d'autres producteurs licenciés au travers du Canada. Ça n'a pas été nécessairement des Québécois parce que le marché pour les acheteurs qui achètent à d'autres producteurs québécois au Québec est moins développé, fait que ça a été plus dans le reste du Canada. Puis nous, on a été parmi les chanceux où on a fait notre chance. Je peux pas trop te le dire, mais en fait, le monde sont venus pour nous en racheter, puis notre vrac, la qualité ou notre haut THC a fait en sorte qu'on a continué à vendre, puis à continuer de vendre, puis à pouvoir survivre tout ce temps-là, jusqu'à se demander à un certain point si on voulait vraiment aller directement au consommateur puis rester même au vrac parce que c'était assez payant, c'était correct, c'était peut-être suffisant pour nous jusqu'à temps qu'on ait vraiment, vraiment le goût de nous-mêmes pouvoir partager notre cocotte puis de voir puis d'avoir les réactions puis qu'à un moment donné, on s'est dit je veux plus avoir quelqu'un entre moi puis le consommateur, je veux pouvoir prendre mon produit puis je veux aussi je m'en souviens plus qu'est-ce que je veux dire, mais je veux juste que le présenter moi-même, mais tu sais, on aurait pu survivre, puis on était parmi ceux qui ont réussi à survivre aussi longtemps sans vendre aux consommateurs, puis c'est quand même merci à ma production qui me permet de faire ça. On a commencé par vendre du melon gum qu'on appelait par chez nous le 5 à 7. Le melon gum qui a été un de nos premiers sortes qu'on a produit. On en a passé par des sortes, peut-être que Kevin s'en souvient plus que nous, mais au début, on en a essayé, puis c'était peut-être même, on a eu beaucoup en bas de 20 %, puis ça, c'est vraiment un point tranchant dans l'industrie. Quand tu veux vendre à d'autres producteurs licenciés, le 20 % il est très important, parce que sinon, ton prix, il drop peut-être de 50 % tout de suite quand tu tombes en bas du 20 %. Fait qu'on a la recherche de souches de génétique se fait par Kevin, qui est très, comme il parlait tantôt, il est un grand fan, il adore chercher les génétiques, il adore les passionnés, il adore en parler. Fait qu'avec le temps, on a les 3 strains qu'on a le plus produits. Ça a été le Mandarin Cookie qui a fait partie de notre succès. On a eu le Legendary Larry. Et là, on a le Powder Donut qui s'en est suivi. Vas-y, Kev. On a eu le Ice Cream Cake aussi, oui, le Ice Cream Cake de Mother's Lab, là, qui était une très belle génétique. Le Mandarin Cookie aussi, là, j'ai plusieurs producteurs qui m'ont dit que j'étais fou d'arrêter. On était fou d'arrêter de produire ça. Il était vraiment beau, notre Mandarin Cookie. Il était très haut en THC aussi, donc ça a vraiment fait mal au cœur quand on a dû laisser ça aller de côté, parce qu'il y avait plusieurs Mandarin Cookies partout sur les plateformes, tout ça. Fait qu'on a dû laisser ce strain-là aller, mais ça nous a vraiment fait mal au cœur. Mais bref. Ben, comment ça fonctionne? C'est quand une strain va devenir trop populaire, il va y avoir une drop au niveau du prix qui est vendant. Et même quand tu veux inscrire un SKU à la SQDC, il y en a qui accepteront juste pas parce qu'il y en a déjà trop. Fait qu'il protège les autres compagnies, qui est excellent en soi. Donc, c'est là qu'après ça, j'ai une pépinière d'Alberta qu'on fait affaire depuis le début, qui est Mother's Lab, qui est maintenant aussi, qui est comme associé maintenant avec Tricalix à Granby, que d'ailleurs, je pense que Dave Clermont de Tricalix serait vraiment un très bon invité pour ton podcast, là, parce que c'est carrément un passionné de génétique incroyable, là. On peut en parler des heures, des fois il faut qu'on s'arrête, là, parce que il connaît toute la lineage jusqu'au de telle date, puis quel strain en telle année était. En tout cas, peu importe, là, on dirait que je m'écarte de la question peut-être, mais c'est ça. Donc là, le Powder Donut, tout simplement parce que nous, on aimait beaucoup travailler avec Mother's Lab, on avait confiance en leurs opérations, puis c'était leur strain qui était la plus haute en THC. Et c'était un good-looking cannabis qui avait un buzz qui était haut en THC, mais qui était pas un couch lock qu'on appelle, là, qui allait pas t'assommer trop, que tu pouvais faire tes activités. Donc, on a juste commencé à produire ça, puis on a des excellents résultats de THC. Donc, on a continué avec ça. Puis là, on est en test là, constant pour essayer justement de rentrer 2 à 3 autres strains. On veut essayer d'avoir 3 différentes strains à la SQDC dans la prochaine année, puis en Ontario.
J'ai constaté, à l'usage, que beaucoup de producteurs autorisés font le choix de faire pousser plusieurs cultivars différents en même temps. Cheers a fait un autre choix. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça va avec le prix vendant, je dirais. Alors, ça ne nous dérangerait pas de faire pousser 3 strains différentes en même temps. Sauf que, par exemple, le Mandarin Cookie est devenu trop populaire, qu'il y avait des... en Ontario, ça passait moins bien, à l'SQDC aussi. Fait que là, on s'est dit, tu sais, tant qu'à faire du Mandarin Cookie, on va y aller juste avec le Powdered Donut qui se vend super bien. Donc, mais là, on a hâte, là, vraiment, là... Parce que l'histoire se répète, hein? Fait que pour le Powdered Donut, ça vient, on est déjà 6 mois à 1 an plus tard que ça revient avec le même truc qui arrive, tu sais. Fait qu'il faut toujours être à l'affût des nouvelles strains puis d'être prêt à en mettre des nouvelles puis savoir c'est quoi ta prochaine pour embarquer avec une nouvelle. Oui, c'est vraiment un gros défi, honnêtement, Luc, parce que, tu sais, mettons, je parle, mettons, dans la tulipe, là, c'est ça que l'agronome qui travaille avec nous m'expliquait. Dans la tulipe, pour stabiliser un cultivar, ça va prendre 5 à 6 ans. Puis là, ton cultivar, il est stabilisé. Il y a des LP qui ont des cultivars qui sont très stables, qui sont déjà stabilisés, qui ont été stabilisés depuis 20 ans, tu sais, mais on fait pas partie de ceux-là, malheureusement. Fait que quand on reçoit, même si j'aime les pépinières avec qui je travaille, quand on reçoit des cultivars, il reste vraiment un travail à stabiliser la génétique. Fait que des fois, il va y avoir des petits pas pareils qui vont sortir d'un salle. Fait que là, tu isoles la mère. Je sais pas si tu veux aller là, mais en tout cas, c'est très technique, là, mais là, tu vas isoler la mère, tu vas essayer de... Parce que tu vas avoir différents phénotypes, des fois, qui vont drifter. Donc là, tu essaies de trouver la meilleure partie du Powdered Donut, l'exemple. On va parler avec le Powdered Donut. Fait qu'on avait eu 2 différents phénotypes au niveau du Powdered Donut. Un qui était super sweet, qui sentait comme le bonbon. Puis on en avait un qui était un petit peu plus fort au nez, qui était comme un peu l'original Powdered Donut. Fait que le Powdered Donut le premier qui va être sur les tablettes, il y a une odeur qui est très sweet, de bonbon, qui est assez rare pour un Powdered Donut, mais c'est juste à cause, justement, de la stabilité de la génétique qu'on a réussi à isoler en 2 différents phénotypes. En tout cas, c'est des défis au day-to-day qu'on a à gérer. Pas parce que les pépinières font pas leur travail, juste parce qu'on demande tout le temps la nouvelle génétique le plus rapidement possible. Ils peuvent pas faire de miracle, carrément, là, tu sais. Je crois que c'est dans l'épisode 66 que je constate qu'il n'y avait pas de licence de pépinière au Québec. C'est un épisode consacré aux licences octroyées par Santé Canada. Je tentais de comprendre la tendance lourde dans, non pas ce que Santé Canada octroyait, mais dans les demandes de licences effectuées par des entrepreneurs du Québec. Donc, dans l'épisode 66, je constate qu'il n'y avait pas de licence de pépinière au Québec. C'est fini tout ça, plus maintenant, car le 29 octobre 2021, la société Tricalix, ça s'écrit T-R-I-C-A-L-Y-X, la société Tricalix, donc, devenait la première pépinière au Québec avec une licence de Santé Canada. J'ai retrouvé le communiqué de presse du 29 octobre. Tricalix offrira des plantes de cannabis sous forme de boutures et de plants juvéniles pour les microproducteurs et producteurs de cannabis autorisés par Santé Canada. Notre large banque de cultivars proposera une gamme diversifiée et exclusive aux producteurs désireux d'obtenir des génétiques de haute valeur pour leur mise en marché. C'est du sérieux, on dirait. On parle là d'une ferme avec une terre d'au moins une centaine d'acres. Et qui, selon vous, chers auditeurs, auditrices, qui sera donc le premier client de Tricalix? Oui, on vient de signer un deal avec eux autres ce matin, justement, puis on se fait un honneur d'être leur premier client. Là. Dès qu'ils ont reçu leur licence, je l'ai appelé, j'ai dit « Dave, mets notre fiche dans l'eau, je vais être ton premier client. » Fait que ça l'a fait bien rire. On était vraiment... Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, vraiment. Fait qu'on était vraiment contents pour lui. Il y a plusieurs façons de procéder. Soit qu'ils peuvent te fournir les clones et faire la propagation pour toi. Ce que nous, on fait notre propre propagation, mais les pépinières, normalement, peuvent faire ça. Ensuite, il y a une façon, c'est soit par royalties au niveau de la vente, ou sinon, tu peux faire ta propre propagation et payer au clone. Mettons 4 $ du clone que tu fais qui est de sa strain. La propriété intellectuelle va rester à Tricalix.
et c'est protégé d'un contrat, fait que j'ai pas le droit de faire rien. Tout ce que je fais, lui est au courant. Mes livres sont ouverts à lui parce que c'est lui qui a développé ce strain-là. Ou je peux carrément acheter la génétique, mais j'ai quand même pas le droit. J'ai juste le droit. Cheers Cannabis va être le seul propriétaire. J'ai pas le droit de diluer la génétique, autrement dit, et de la revendre ailleurs. Là, Tu veux savoir à qui tu parles dans l'industrie du cannabis? Il y a un truc très simple. Il suffit d'évoquer la chasse au phénotype, le phénotypage, et de se taire. Là, tu vas entendre à qui tu as affaire. On est en processus. On a 12 à 15 génétiques en ce moment qui sont en floraison. Puis pour être honnête avec toi, je pense que Kevin, ça va être toujours un processus. Là. Il recherche toujours. Là. C'est trop le fun. C'est trop le fun. Non, mais en fait, c'est ça que c'est. En ce moment, on a un lasagna qui vient de Mother's Lab qu'on apprécie beaucoup. Mais on n'a pas eu de résultats de tests de lab. Donc, je te dirais qu'en floraison, il est super beau. On a aussi un Chem Cookie qu'on aime bien. Mais là, tu sais, justement, c'est long, les processus de rechercher. Même quand la job a été faite par la pépinière, c'est quand même long. Après, surtout, il faut que tu fasses tes propres recherches à l'interne. Mais tu sais, ça, c'est juste comment Cheers fonctionne. Là. Je suis sûr que toutes les LP fonctionnent de façon différente aussi, là, tu sais. Mais bon. Fait que là, il y a le lasagna puis le Chem Cookie. Premièrement, quand tu reçois des clones d'une génétique, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on va les mettre en floraison. On va regarder comment ils poussent à l'intérieur de notre bâtiment. Ensuite, on va faire un test de lab. On va faire un test de THC. Test très important pour Vicky et pour tout le monde, en fait. Puis là, on va voir le taux de THC, on va voir comment il réagit, quel genre de producteur c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial au look. Puis là, s'il nous intéresse, bien là, on va se lancer puis on va remplir une salle. Donc, on parle de 3 mois de production pour les tests. Ensuite, le temps qu'on envoie les échantillons au test de lab, un autre 2-3 semaines, 1 mois, fait qu'on est déjà à 4 mois. Puis là, après ça, on va se lancer puis on va décider de faire une salle d'une certaine génétique. En plus, souvent, la première récolte, elle n'est pas la meilleure, la plus belle. Fait que ça aussi, des fois, ça peut être encore plus loin. Donc c'est ça. Ça essaie de diminuer le risque de ta première récolte, qui est déjà un risque en soi, parce que bon, ils ont toutes leur petite personnalité, hein, on s'entend. Là. C'est ça qui est le fun dans le cannabis, c'est que tu peux pas faire copier-coller, repeat. Permettez que je fasse un petit détour. Ma belle, ma blonde, comme on dit au Québec, travaille dans une grande multinationale. Et là, ils ont une expression que j'adore pour décrire l'ouverture relative aux secrets industriels qu'une entreprise doit faire pour aller chercher des nouveaux clients. Ma belle dit souvent, pour le client X, j'ai dû ouvrir mon kimono. Ça me fait toujours rire quand elle me dit ça. Je l'imagine. Je l'imagine. Cheers, dans le registre modeste de mon podcast, a aussi généreusement ouvert son kimono. Il y a des choses que je ne vous dirai jamais. Il y a des choses, dans ce cas précis, où, par exemple, là, j'ai abordé avec eux l'importance du commerce B2B. B2B s'écrit B2B en anglais et veut dire business to business. Le B2B, c'est tout simplement le commerce entre commerçants. Alors, Cheers, le B2B, ça représente quoi pour vous? C'est clair que, premièrement, on va quand même continuer notre B2B parce que la capacité d'emballage de notre bâtiment en ce moment, on peut emballer, par exemple, de 40 kilos par mois. Puis on va produire peut-être jusqu'à 120 kilos par mois, tu sais. Fait que juste là, on a quand même une partie qu'il faut vendre à d'autres producteurs puis qu'on va continuer. Puis c'est un marché que nous, on a exploité. On a des clients, on sait qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui se vend. Fait que c'est nous qui choisissons un petit peu la récolte qui va aller à la SQDC, qu'est-ce qui va rester puis qu'est-ce qui va se vendre. Fait que, à la base, c'est déjà dans notre modèle d'affaires de garder du B2B. Éventuellement, je te dis pas que si on pouvait tout le couper puis le vendre nous-mêmes, c'est sûrement ça l'idéal, mais on le gardait pour l'instant. Fait qu'il y a des souches, des récoltes au complet qu'on fait juste garder au bulk puis qu'on envoie. Vraiment important. Puis c'est vrai, là, ça fait 2 ans qu'on roule là, le bâtiment grâce à ces ventes-là, à ces partnerships-là. Puis c'est important. Puis en ce moment, on en a encore besoin. Puis on se le cache, on n'en cache pas. Puis on va continuer à faire cette business-là.
En 2018, quelques semaines après la légalisation du cannabis, dans un sondage national au Canada, 85 des gens interviewés ne connaissaient pas l'existence des terpènes. Aujourd'hui, à peine 3 ans plus tard, le consommateur est beaucoup plus connaissant. Le vin est un bel exemple pour le Québec. Il y a à peine 20 ans, les Québécois étaient heureux de boire du vinaigre avec un taux d'alcool de 15 %. Aujourd'hui, nos sommeliers sont parmi les meilleurs au monde. Derrière cette transformation, je dirais pas éducative, là, parce que c'est fait dans le fun, hein. Derrière cette transformation, la SAQ a joué un grand rôle. Faut le reconnaître. En 2021, alors, revenons au cannabis, en 2021, est-ce que le THC est toujours la principale mesure pour évaluer le succès potentiel d'un cultivar? Pour vrai, là, c'est par le THC que c'est décidé les prix. Tu vas retrouver facilement, si tu es en haut de 20 %, là, à partir de 2,50 jusqu'à 4,15 tu peux vendre peut-être au vrac. Dépendamment de tes partenaires d'achat qui sont habitués d'avoir des lots de toi, qui aiment la qualité, qui le produisent, qui veulent avoir, bien là, ton prix va pouvoir être stable puis augmenter, tu sais. Mais ça reste que même nous, qui a des partenaires d'affaires qui restent, le THC peut tout changer. Alors, leurs besoins en ce moment, à ce moment-là, ils ont vraiment besoin de quelque chose. Moi, j'arrive avec un bon qui est ça reste que ça fluctue tous les jours. Puis j'ai vendu à 4 $, mais j'ai aussi des fois pas vendu à 4 $, plus souvent qu'autrement. Tu sais, notre moyenne elle reste quand même plus basse que ça. Mais on est capable de l'avoir grâce à la production qui fait de la qualité puis du haut THC. Tu sais, fait que c'est toujours le fun d'avoir ça en main puis pouvoir continuer. Tu sais. Et oui, la légalisation canadienne est une expérience humaine à ciel ouvert. À travers le Canada, on a la chance de pouvoir retrouver l'expression de tous les credos et les créneaux commerciaux. Brièvement, voici un rappel des 4 configurations différentes sur le territoire canadien. La Colombie-Britannique a une structure de vente hybride au détail et publique en ligne. L'Alberta, l'Ontario, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon proposent une structure de vente privée au détail et publique en ligne. La Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve et Labrador et le Nunavut sont en mode privé au détail et en ligne. Et finalement, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard sont publics au détail et en ligne. Comme je le dis toujours, 4 beaux monopoles légaux. On arrive en fin d'entrevue. Comment, dès lors, ne pas évoquer ce partenariat forcé par le législateur avec la SQDC? Au départ, j'étais pas convaincue que le fait que ça soit dirigé par le gouvernement au Québec puis pas dans les autres provinces, bien, c'est quand même un petit peu gouvernemental aussi dans les autres Québec, là, mais spécialement au Québec, oui, des autres provinces, c'est ça. Mais avec du recul, en l'exploitant aujourd'hui, je me trouve quand même chanceux, puis que je trouve que ça nous donne des avantages d'avoir un marché contrôlé comme ça pour savoir qui sont sur les tablettes. Puis t'as pas besoin d'aller cogner aux portes de chaque dispensary, comme de chaque producteur, chaque vendeur en Ontario qui va vendre ton produit puis qui soit content. C'est la SQDC qui offre une place aux producteurs, puis que si les consommateurs le veulent, ton produit, ben ils vont en racheter, tu sais. Nous, quand on est rentré dans le processus, au départ, on a eu à l'interne, on a décidé de retarder notre entrée à la SQDC. Puis eux autres, ils nous ont laissé cette flexibilité-là. Ils ont été là dans le processus, ils sont présents. Au début, ça semble vraiment plus compliqué que ce l'est en soi. Je trouve ça plus compliqué dans les autres provinces, mais je pense que pour les autres producteurs qui sont à l'extérieur du Québec, ils n'ont pas cette facilité-là à rentrer au Québec, ce qui est un avantage pour nous. Puis, nous, étant Québécois, que c'est un des plus gros marchés après l'Ontario, on se sent chanceux, on est très épaulés. Puis, eux autres, après, quand ils rentrent, qui veulent que tu sois sur les tablettes, ils font de la place aux producteurs québécois, ils vont de l'avant avec ça. Fait que ça, c'est une partie que j'apprécie en tant que vendeuse de mon cannabis, que de pouvoir que quelqu'un prenne mon produit puis qu'il le mette sur les tablettes, tu sais, que ça soit facile et accessible comme ça.
C'est sûr que si j'avais un reproche ou quelque chose que j'aimerais changer, ça serait le fait que, vu que c'est SQDC, puis qu'ils font très attention au règlement, puis que ça ne tombe pas dans le lifestyle, puis dans les mains du consommateur, des jeunes consommateurs, ben tu peux pas vraiment dire, comme mettons, moi je pense que les terpènes sont l'avenir, puis que leur effet des terpènes est très important. Puis on n'a pas le droit, c'est pas encore assez prouvé pour la SQDC, fait qu'on n'a pas le droit de le partager, puis on n'a pas le droit de le dire. Puis ceux qui vendent notre produit, j'ai pas le droit de leur dire qu'est-ce que je pense que mon produit fait comme effet pour qu'ils puissent mieux le vendre. Puis parce qu'il y a une affaire du fait qu'ils vont peut-être entendu parler de Cheers Cannabis puis ils vont l'essayer. Mais si tu n'as jamais entendu parler de Cheers Cannabis, mais t'en sais, toi tu as besoin de quelque chose qui te fait plus dormir, tu as besoin de quelque chose qui t'enlève l'anxiété, ben je te conseille ce produit-là pour tel, tu as un problème avec ton corps, tu sais, d'y aller justement plus poussé comme ça, puis qu'on puisse exploiter ça pour que mon produit ressorte si c'est le cas nécessaire, ben ça serait vraiment bon. Le cannabis nous présente des histoires incroyables. Ici, quelle aventure humaine, quelle aventure commerciale et finalement aussi, quelle aventure familiale. Wow! On est vraiment excités de pouvoir enfin présenter notre produit aux consommateurs, de pouvoir le partager au Québec, mais aussi excités de recevoir les feedbacks. Fait qu'on aimerait que le monde ne se gêne pas de nous écrire, de nous envoyer leurs commentaires, puis de savoir c'est quoi, puis on veut s'améliorer, puis être bon, puis être transparent. Moi, dans le fond, je pense que le message que je veux évoquer, c'est juste qu'on est juste un autre producteur québécois, un petit producteur québécois qui essaie de faire son chemin, puis qui aime, on aime beaucoup ce qu'on fait. Puis je pense qu'on est chanceux de faire ce qu'on fait, d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer de la façon qu'on s'exprime avec des plantes. Puis on se trouve vraiment chanceux, puis on veut continuer longtemps, on veut viser le long terme, puis on espère que ça va transparaître dans notre produit. Puis j'aimerais aussi prendre le micro juste pour remercier tous les employés qui travaillent en ce moment même pour faire de notre produit ce qu'il est. Je les vois tous les jours, à la sueur de leur front. Puis ça me touche beaucoup. Puis c'est vraiment eux qui sont les héros là-dedans. J'ai souvent la chance de vivre des petits moments magiques avec mes invités. J'ai évidemment le devoir d'être attentif à leurs propos. À l'occasion, j'ai aussi le privilège d'être en phase avec eux. Eh bien, quand Kevin a parlé du personnel comme étant les héros réels de l'entreprise, l'émotion chez lui et Vicky était palpable en audio, mais aussi en vidéo. Pendant une fraction de seconde, j'ai été, moi aussi, ému. Le moton, quoi. C'est spécial. Mais c'est pour ça que je produis Top Pot. Le cannabis, c'est une aventure humaine. Le cannabis est une plante normale, mais aussi une plante unique. Comme tous les gens qui le font pousser. Il n'y a pas de surprise. Merci Vicky, merci Kevin et merci Cheers. Je vous souhaite une bonne SQDC. C'est sûr que Top Pot va suivre ça de près et on vous réinvite pour en parler si vous le désirez. Et voilà, c'était le 79e épisode de Top Pot, déjà. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie, comme d'habitude, pour votre écoute, vos partages qui changent tout et vos suggestions qui sont précieuses. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon change.